Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Cavaliers de Cleveland, dernière équipe invaincue de la ligue, des Bucks de Milwaukee qui n'arrêtent pas de perdre pour le coup, mais aussi de LaMelo Ball qui nous en met plein les yeux avec les Hornets depuis le début de la saison. Pour m'accompagner, c'est un invité historique que je salue sans tarder, Théophile Omesser du site Basket Session. Bonjour Théo. Salut Josh, ravi de te retrouver pour cette nouvelle saison. Ouais, la dernière fois que tu étais venu, je crois qu'on avait parlé des Warriors, les Warriors qui sont en pleine bourre actuellement. Ouais. À chaque fois que tu viens, à chaque fois les Warriors font quelque chose. Est-ce que ça va durer ou pas? Je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu les sens comment toi les Warriors là? Mais je les sens bien en fait. Je t'avoue qu'en pré-saison, je sais pas trop à quoi m'attendre. On en avait parlé un petit peu entre nous et puis je disais que j'avais envie d'y croire malgré tout. Et non, Ouais. ce début de saison est vraiment solide. Je suis curieux de voir ce qui se passera en termes d'effectifs, s'ils vont rester comme ça ou s'ils vont essayer de bouger des choses. Donc, ouais, je suis plutôt confiant sur la qualité de jeu des Warriors. Ah, il y a Jonathan Kuminga qui est dans pas mal de rumeurs de transfert effectivement. Ouais, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer, mais ça fonctionne incroyablement. Alors Buddy Hield dans cette équipe, mais mon Dieu quoi, le lance-flamme que c'est quoi. Ouais, on se doutait Incroyable. sur le papier que ça serait parfait pour lui, mais j'avais pas imaginé que ça serait à ce point, À ce que ça point. fonctionnerait à ce point-là, quoi. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. Je pense que je vais en parler la semaine prochaine plus en détail de Golden State parce que c'est vraiment. Je suis assez halluciné de les voir caracoler en tête de pas mal de bilans statistiques actuellement, même si l'échantillon est absolument microscopique. Mais la victoire à Boston la nuit dernière, là, il y a pas longtemps, m'a sérieusement impressionné quand même. Ouais. Ils ont été d'un sérieux et d'une sérénité assez épatante. Et je voulais commencer par parler avec toi de quelques points d'actualité, notamment Greg Popovich qui a eu un problème de santé annoncé samedi dernier. Il n'avait jamais manqué autant de rencontres de toute sa carrière. C'est Mitch Johnson, son assistant, qui a pris la relève en attendant. Il a 75 ans. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'il reviendra. On ne sait pas vraiment ce qu'il a non plus. Les nouvelles, pour l'instant, se veulent plutôt optimistes quant à son retour prochainement. Je sais que chez vous, chez Basket Session, Benjamin Moubèche a fait une petite vidéo là-dessus sur sur ce qui est arrivé à Greg Popovich, sur son absence. Quelles sont les dernières nouvelles qui viennent de Benjamin? Bah écoute, non, j'ai l'impression effectivement que les jours, en tout cas, de Greg Popovich sont pas en danger. Il a bon espoir Ouais. manifestement de reprendre, de reprendre le cours de la saison. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Par contre, voilà, comme tu le soulignais, bah, c'est quelqu'un qui a 75 ans, qui a quand même été extrêmement actif depuis 20-30 ans. Donc, la fatigue se fait sentir. Je sais pas du tout quel est son plan je sais pas quel est son plan pour la suite à titre individuel, Greg Popovich. Je sais pas s'il en a un même vraiment établi. En tout cas, voilà, c'est logique qu'on s'inquiète un petit peu vu l'âge du bonhomme. Ouais, complètement. Je crois qu'il aura 76 ans en janvier, un truc comme ça. Et ouais, ça va être un choc, le départ de Greg Popovich, le moment où ça va arriver. J'espère qu'il va partir en bonne santé, qu'il va partir et qu'il va prendre sa retraite et nous dire au revoir. Et voilà, tu vois, qu'on aura le temps de saluer la carrière extraordinaire de ce coach. Mais je sais plus qui sur les réseaux sociaux l'autre fois, j'ai lu ça, il disait on n'est pas prêt pour le départ de Popovich. Et clairement, moi, je suis pas prêt, quoi. Et Ah bah oui, j'ai pas c'est envie de une voir telle partir, figure de quoi. la ligue depuis tant d'années que Ouais, carrément, ouais. c'est un monument. Ouais. Il y a eu également dans l'actualité Joel Embiid qui a été suspendu pour 3 matchs après une altercation physique avec Marcus Hayes, un journaliste du Philadelphia Inquirer, après un article dans lequel celui-ci mentionne son fils et son frère décédés à l'âge de 13 ans dans un accident de voiture en octobre 2014. On va pas rentrer dans cette histoire qui est très personnelle, mais ça vient rajouter au début de saison assez compliqué des Sixers. Tyrese Maxey qui tient l'équipe à bout de bras depuis le début de la saison et déjà la saison passée, il l'a expliqué pendant le Media Day que devoir pallier aux absences des différents joueurs l'an dernier c'était James Harden qui boudait, Joel Embiid qui était encore blessé et il a expliqué que ça l'avait épuisé aussi bien physiquement que mentalement. Là, il va manquer au moins 2 semaines après une blessure aux ischio-jambiers. Paul George vient à peine de reprendre. Là, ce qu'on entend, c'est que Joel Embiid pourrait faire ses débuts mardi prochain si tout va bien, mais avec un gros si, j'ai l'impression. Joel Embiid, les Sixers, Théo, tes impressions là-dessus?
En fait, alors pour les Sixers, les choses n'auraient pas pu commencer de pire manière. C'est vraiment le scénario catastrophe à tous les égards. Tu l'as dit, Paul George revient tout juste après s'être blessé au genou durant un match de pré-saison. Joel Embiid a toujours pas foulé le parquet. Tyrese Maxey maintenant est blessé. Et en plus, il y a cette polémique autour de Joel Embiid qui a pris 3 matchs de suspension. Euh, à l'intersaison, on s'était dit, ils ont parfaitement géré l'intersaison, toutes les signatures, c'est super. Gershon Yabusele, ça peut-être le style de l'intersaison de ce côté-là. Ils ont sur le papier l'équipe pour aller venir contester à Boston et à d'autres, mais principalement à Boston, une place en finale ou du moins en tête de la conférence Est. Et au bout du compte, leur début de saison est catastrophique quand même. Je pense que le terme est pas trop fort pour une équipe qui a de telles attentes. Donc ça pouvait pas moins bien se passer. Pour Joel Embiid, c'est très compliqué, vraiment. On s'est pas mal exprimé avec Shai, notamment au sujet de l'altercation à laquelle tu faisais référence. Encore une fois, c'est vrai, les journalistes doivent savoir et doivent garder en tête qu'on peut venir les questionner sur ce qu'ils écrivent, que quand tu écris quelque chose, c'est pas neutre. Je pense que la formulation de Marcus Hayes était vraiment, au minimum, très maladroite. Au pire, je pense, pas très réfléchie, parce qu'en fait, il n'y avait aucune raison de mentionner de mentionner ni le frère ni le fils de Joel Embiid dans son article. Il pouvait l'écrire de la même manière pour arriver à la même conclusion sans avoir besoin de ça. Tout à fait. Néanmoins, je pense que la NBA, c'est normal que la NBA réagit. Tu peux pas bousculer un journaliste de la même manière que tu peux pas bousculer un fan dans la salle. Il n'était pas menacé, son intégrité physique n'était pas en danger en ce qui concerne Joel Embiid. Donc je pense qu'il a dépassé, il a franchi une ligne. On peut se poser la question de savoir si le journaliste de son côté n'a pas franchi une ligne. Je pense que c'est une discussion qui mérite d'être, qui peut s'entendre complètement. Mais voilà, je pense que malgré tout, la sanction qui a été imposée à Joel Embiid me semble logique. Oui, complètement. Arriver à une altercation physique, comme tu dis, et puis avec un semblant de menace quand même dans cette histoire, même s'il avait été contrarié par l'article, il y a d'autres façons de faire que d'en arriver à cette situation. Et ouais, ça ne fait que continuer à. On n'arrête pas de. Ça fait un moment maintenant. La saison dernière, comme je l'ai mentionné, là, c'est tous les ans en ce moment avec les Sixers quasiment. Il n'y a jamais un début de saison normal. Il y a même une saison, j'ai envie de dire normale. Il y a toujours des polémiques. Il y a toujours des comment dire, des contrariétés. Ça doit être épuisant d'être fan des Sixers. Vraiment, je sais pas comment ils font pour supporter ça. Et Tyrese Maxey, qui est pour le coup un rayon de soleil dans cette histoire de Philadelphie, le voir, les propos qu'il a tenus au Media Day, moi, ne sont pas passés inaperçus. Et voir là qu'il est en train de toucher un peu des limites physiques parce qu'on lui demande de faire des exploits tout seul, quoi, tout le temps, de tenir tout ça à bout de bras. Je trouve ça assez dingue en fait. Ouais, c'est inquiétant pour la suite. Après, voilà, il reste encore beaucoup de temps, comme tu l'as dit. Oui, tout là, on est au tout début de la saison. Moi, je doute pas du fait que les Sixers, à un moment, enchaîneront une très grosse série de victoires, que ça prendra. Mais voilà, ils sont à une victoire, 6 défaites. Quand tu veux être champion NBA, c'est dur. Ouais, faut remonter tout ça, effectivement. Après, voilà, impossible de juger cette équipe vu qu'elle a jamais été au complet. Et c'est bien ça la question de Philadelphie. C'est est-ce que Paul George et Joel Embiid vont être... à quel point ils vont être disponibles pendant la saison? Premier point d'interrogation. Et deuxième chose, c'est est-ce qu'ils seront en état de jouer, arriver au moment des playoffs? Et combien de séries ils vont être capables de passer? Enfin bref, c'est toujours la même histoire, quoi. Et j'ai du mal à être confiant dans le fait que les Sixers parviennent à surmonter ce qui pour moi est un obstacle quasiment infranchissable pour les Sixers, quoi. Je ne vois pas quel scénario leur permettrait d'avoir tout ce monde en bonne santé arrivé aux playoffs. C'est quasiment jamais arrivé dans la carrière de Joel Embiid, donc j'ai du mal à croire, même si c'est très séduisant sur le papier, j'ai du mal à croire que ça se passe bien. Mais bon.
On verra. Ouais, non, mais je te comprends parce que le passif est tellement lourd, que ça soit pour les Sixers, que ça soit pour Embiid ou même pour Paul George, que c'est effectivement. Alors, tu peux être enthousiaste, enfin enthousiaste, tu peux être plutôt, comment dire, croire en la bonne étoile et te dire il y a un moment ça va s'équilibrer. Donc il y a Mmh. bien un moment où ils vont avoir tous un coup de bol et pas être blessés, Ouais. être en forme. Mais bon, Ouais, tout à fait, ouais. On verra, écoute, il y a toujours de l'espoir, hein, mais c'est ça. on C'est ça. il est trop tôt, comme tu dis. On est encore dans la période où tous les scénarios sont possibles. Donc on sera pessimiste plus tard, en tout cas en ce qui me concerne. Fin octobre, il y a le MOOC Reverse, le dernier MOOC Reverse, le 15e numéro, centré sur les meneurs de jeu emblématiques de l'histoire du basketball. Vous l'avez baptisé Smalls. On y trouve Allen Iverson, Muggsy Bogues, Ja Morant, Spud Wade, mais aussi du basket FIBA avec des figures historiques du basket FIBA, comme le grec Nikos Galis, et plein d'autres choses à découvrir. On a aussi un papier sur les pépites des joueurs arrière de la sélection espagnole. Calderón, Juan Carlos Navarro, un de mes joueurs préférés. Même si on le déteste en France, hein, parce que il nous a tellement assassiné ce mec. Mais c'était quand même un joueur assez fascinant. Vous avez un rédacteur en chef assez exceptionnel, Sylvain Francisco. Vous avez des contributeurs, Olivier Epoupa, Andrew Albici, Frédéric Sarr. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la conception de ce bouquin et qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce nouveau MOOC? Ouais, bah, avec grand plaisir. Alors, en fait, c'est pas un MOOC sur les meneurs de jeu, c'est vraiment un MOOC sur les petits. Et Sur la ça, par taille. exemple, on parle sur la taille, exactement. Donc, on parle forcément de joueurs d'arrière de petite taille, mais on parle aussi d'intérieur de petite taille aussi, par exemple. Mmh. C'est tous ces joueurs qui, pour une raison ou pour une autre, ont pu être considérés comme étant trop petits pour leur poste, pour leur style de jeu, et voir un petit peu ce qu'ils ont pu apporter au basket, parce que c'est vrai qu'on est dans un basket moderne où tu as l'impression que on parle beaucoup de small ball, mais qu'en réalité, c'est du small ball joué par que des grands, en fait. On cherche, tu prends par exemple une équipe comme je sais pas, ne serait-ce que les Blazers, où tu regardes que tu vois que la moyenne de taille de leurs 5 majeurs est complètement folle. Donc, est-ce qu'il y a encore une place pour ces joueurs-là dans le basket moderne? Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter? C'est un petit peu toutes ces questions-là qu'on a voulu se poser. Est-ce que le small ball, ça marche vraiment, par exemple? On cite toujours l'exemple des Warriors, mais finalement, quelles sont les équipes qui ont pu être championnes en jouant en small ball? Qu'est-ce que c'est Mmh. vraiment que le small ball? Voilà, c'est un petit peu toutes les questions qu'on a voulu se poser à travers ce numéro. Comme tu le disais, on a eu la chance d'avoir vraiment des super intervenants qui ont pu nous éclairer de leur lumière et nous permettre d'aller en profondeur sur cette question. Et voilà. Et puis, bah, pour la cover, voilà. Honnêtement, on n'a pas tergiversé longtemps. On a choisi Allen Iverson qui, nous, sur notre génération, est un joueur qui nous a le plus marqué et qui, à un moment, tu sais, il y avait cette formulation de meilleur joueur de tous les temps, pound for pound, Mmh. au kilo. Ouais, bien Donc sûr, voilà, ouais. voilà. Donc voilà pourquoi on a choisi Allen Iverson, sur lequel bah, on a aussi un long et très beau portrait d'Allen Iverson sur sa carrière, ce qu'il a pu apporter au jeu, sur le terrain comme en dehors. Donc voilà un petit peu l'idée derrière ce MOOC. Et parce que toi, tu es très friand de ça aussi, et c'est ce que j'aime beaucoup dans tes productions, Théo, c'est que tu as à la fois le côté sportif, à la fois le côté culture qui est très présent dans tout ce qu'on voit de toi. D'ailleurs, même sur les réseaux et tout ça, tu partages beaucoup tes passions sur ce truc-là. Et je trouve ça assez fascinant. Effectivement, Allen Iverson, jamais je dirais le contraire. Moi, c'est quelqu'un qui m'a absolument bluffé parce qu'il avait ma taille et je le voyais. Quand tu vois Allen Iverson, cette finale face aux Lakers était assez épatante dans le sens où tu avais Shaquille O'Neal qui était l'espèce de, 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 de masse inamovible, où personne ne semblait capable de faire quoi que ce soit contre ce type-là. Et de l'autre côté, tu avais l'absolu contraire en la personne d'Allen Iverson qui venait de porter cette équipe de Philadelphie justement jusqu'en finale, après un parcours absolument démentiel en playoff, avec une série de dingues face aux Raptors. On a revu des images là avec le retrait du maillot de Vince Carter à Toronto qui était extrêmement émouvant. La finale face aux Bucks de Milwaukee. Et puis après, finale de conférence. Et puis après, cette opposition entre les Lakers et les Sixers. Et je me souviens aussi d'avoir pas mal lu des articles où Kobe Bryant lui-même parlait de sa fascination pour Allen Iverson, à quel point il était épaté par ce joueur-là et comment il l'a vachement motivé à se sublimer à l'entraînement et dans les matchs, en fait. C'est assez fabuleux.
Oui, c'est assez marrant de voir effectivement comment ce petit bout d'homme Ouais. arrivait à terroriser littéralement. Et tu parles de Kobe, mais effectivement, et Shaq en ont parlé de manière assez claire à quel point c'était flippant de devoir jouer face à ce mec-là qui faisait, je sais pas, combien il devait peser 70 kilos avec les baskets et les chaînes en or peut-être, tu vois, c'est quasiment absurde. Et voilà, ouais, donc voilà, forcément, nous on a été très marqués par lui. Et puis il y en a plein en fait des joueurs de petite taille qu'on défiait un petit peu le destin pour aller s'imposer Ouais. au plus haut niveau, que ce soit bien sûr en NBA, mais aussi en Europe. Voilà, on se rappelle les plus anciens de David Rivers, Ouais. des joueurs de ce type-là qui nous ont forcément marqué. Donc, et puis avec lesquels parfois c'est plus facile de s'identifier aussi, parce que la plupart des gens font pas la taille de Victor Wembanyama. Donc, même un Stephen Curry, quand tu vois Complètement. le, l'impact qu'il a eu sur le jeu dans sa globalité, sur des générations et des générations de joueurs, voilà, c'est toujours aussi des joueurs qui ont pu avoir plus d'impact qu'on aurait pu le penser. Tu vois, alors Stephen Curry, on sait, mais même Spud Webb ou Muggsy Bogues qui sont présents Oui. dans Smook, c'est des joueurs qui ont marqué énormément de gens au bout du compte. Il y a l'aspect mental. Le mental qu'il faut avoir pour avoir une petite taille. Quand tu vois un mec comme Muggsy Bogues, comment enfin, la force de travail qu'il lui a fallu et comment dire, la capacité mentale à accepter bah, le fait qu'il était plus petit que tout le monde, mais malgré tout croire qu'il pouvait faire partie des 400 meilleurs joueurs au monde, je veux dire, c'est quelque chose de quand même, humainement, c'est quelque chose qui me dépasse totalement, en fait. J'ai presque du mal à conceptualiser comment tu es capable de faire ça. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, Muggsy Bogues, j'ai eu la chance de lui parler et de le rencontrer, je crois que c'était il y a 2 ans, pour les NBA Paris Games. Il était Ouais. là en tant qu'ambassadeur. Et c'est vraiment une rencontre qui m'a énormément touché, marqué, justement parce que d'une part, c'est quelqu'un d'une gentillesse absolument incroyable, et en même temps, tu sens la détermination qu'il a dû avoir pour réaliser le parcours qu'il a eu. Et je trouve que euh, on a tendance à oublier qu'est-ce que ça peut demander à un joueur comme lui. Après, n'importe quel joueur NBA quelque part, mais un joueur comme lui, les sacrifices personnels et la force que ça a dû lui demander pour en arriver là où il en est arrivé, quoi. Et le Mais joueur qu'il est devenu, comment il est entré dans cette légende, et c'est cette équipe des Hornets, tout ça, avec Larry Johnson, Mourning, enfin, il a fait partie d'un truc qui est dingue, autant sportif que culturel pour le coup. Ouais, bah, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose qui est vraiment important et qu'on retrouve en fait dans tous ces profils, et notamment dans l'interview table ronde qu'on a pu faire avec Olivier Poupa, Andrew Albici et Frédéric Sarr, c'est que les Mhm. joueurs de petite taille, à toutes les étapes de leur parcours, on leur en a demandé plus qu'aux autres, Mhm. parce qu'on a voulu s'assurer non seulement qu'ils pourraient jouer à l'instant T au moment de leur formation, donc quand tu as 15 ans, t'assurer que tu puisses être bon dans ta catégorie de 15 ans et ainsi de suite, mais en même temps, on leur demandait déjà de prouver qu'ils pourraient être performants au niveau supérieur systématiquement. Alors que pour des grands, finalement, très souvent, il y a beaucoup de, comment dire, on est beaucoup plus de je sais pas comment dire, on leur laisse passer beaucoup plus de choses en se disant, bah non, mais eux, de toute façon, au niveau supérieur, ça ira quand même parce qu'il y a la taille, parce qu'il y a la mobilité, parce qu'il y a parfois les qualités athlétiques. Donc c'est ça qui était vraiment passionnant à détailler dans ce numéro, c'est que tu te rends compte que finalement, si tu arrives au haut niveau, que tu es un joueur de taille réduite, on va dire, pour pas dire petit, parce que c'est quand même des gens qui font Ouais, qui sont plus grands que la tout à moyenne des fait. gens dans le reste du monde, tu vois. C'est que tu étais plus déterminé que les autres. Parce qu'en fait, il n'y a pas de voie royale en fait pour les joueurs avec ce Ouais. gabarit-là. Donc c'est forcément des joueurs qui avaient soit plus de talent, soit plus de détermination, soit qui étaient prêts à plus travailler. Et bien souvent, c'est les trois réunis. Juste pour terminer là-dessus, parce qu'il y a un truc qui m'a effleuré l'esprit l'autre fois, mais alors, on est loin du truc, mais je sais pas si tu as eu l'occasion de voir Treman enfin, assez souvent cette saison-là avec les Si, Hornets, et déjà avec le Thunder, déjà on voyait bien. Mais je trouve que dans ces dribbles, alors je dis pas que c'est Allen Iverson copie carbone, mais je trouve que dans ses dribbles, dans ses mouvements, dans sa façon de se déplacer sur le terrain, de décocher son tir et ainsi de suite, il a quelque chose d'hyper classe, ce joueur. Et que tu sais, je retrouve un petit peu le côté électrique d'Iverson dans ses mouvements, et ça me plaît beaucoup.
Je sais pas si tu ressens ça aussi. Ah bah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un de mes joueurs chouchous de ce début de Ah saison. ouais, grave, Après, on trop pourra bien. reparler des Hornets, mais c'est une des équipes Ouais, que je prends le plus de plaisir à voir jouer cette année, ce sur quoi j'aurais jamais parié par le passé. Mais oui, il y a ce que tu dis, l'aisance technique et puis aussi le look parce que ouais, enfin, t'as vu, mais je sais pas si les gens qui nous écoutent l'ont tous vu, mais il joue avec des maillots un peu larges, des shorts grave. baggy, ce qui se fait plus du tout. Donc en plus, avec le bandeau, il a vraiment le Le look bandeau au bras, ouais, exactement voilà, au des même années endroit 90. quasiment, ouais, ouais, ouais. Exactement, donc tu as le look, tu as le tempérament de scoreur, parce que quand il rentre sur le terrain, c'est pas pour faire des passes, hein, on va pas se mentir, mais il est super beau à voir jouer. Moi c'est un de mes chouchous de ce début de saison. Ouais. Et d'ailleurs, à chaque fois, ça me fait penser, enfin, je fais encore une digression pas possible, mais quand je vois Treman, quand je vois que bah, le Thunder se sépare de ce joueur-là, quand je vois le talent absolu qui irrigue cet effectif d'OKC, je sais pas si on se rend bien compte de la difficulté que c'est d'avoir ce résultat. Mm. J'en ai rien à péter du fait que OKC a 10 choix de draft chaque année ou je ne sais pas. Enfin, on s'en fout. Moi, je m'en fous de ça. Le fait est que ça fait quand même pas mal de saisons aujourd'hui que draft après draft, ils arrivent à identifier et à sélectionner des joueurs qui sont talentueux et qui rentrent parfaitement dans la logique et l'esprit de leur et dans la culture de leur effectif et de ce que la franchise cherche chez un joueur. Et je ne sais pas si on se rend bien compte de la difficulté que c'est, du nombre d'équipes qu'on a déjà vues avec plein de tours de draft au premier tour et qui se foirent année après année, saison après saison, encore et encore et encore. Et que le Thunder aujourd'hui a un peu l'embarras du choix quelque part, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se séparer de certains joueurs pour essayer de construire, faire des choix vraiment concrets sur qu'est-ce qu'on veut, où on va et quel profil on doit garder et quel profil on doit se séparer. Et je trouve ça absolu. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de cette qualité du Thunder en termes de draft et d'identification de talent. Je sais pas si tu le penses aussi. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est potentiellement la franchise la mieux gérée de toute la ligue, en fait. Ouais. Avec une répartition des tâches où chacun sait ce qu'il fait. Moi, je suis incapable de te donner le nom du propriétaire du Thunder, par exemple. Par contre, il n'est pas là à la draft à dire à Sam Presti ce qu'il doit faire Ouais. ou pas faire. Sam Presti est pas au-dessus de l'épaule de Marc Daigneault à lui dire qui doit faire jouer ou pas faire jouer. Moi, je trouve que c'est admirable et tu as tout à fait raison. Il suffit de regarder même les Sixers pendant leur époque trust de process, le nombre de joueurs qui ont été draftés, qui n'ont pas Complètement. performé, qui n'ont pas été au niveau attendu. On pourrait revenir aussi Les avec Kings, les le Cavs et des noms. Magic, ouais, Oui, grave. exactement. Donc on voit la difficulté et c'est impressionnant effectivement de se dire que le Thunder a pu se dire bon bah Treman si il va peut-être être très fort mais il colle pas avec ce qu'on cherche ou on a d'autres choses Mm. à gérer donc on va le laisser partir. C'est ouais vraiment impressionnant ce que fait le Thunder et c'est je trouve que c'est enthousiasmant vraiment aussi quand même de voir que Carrément. t'es pas obligé d'être dans un immense marché pour pouvoir mettre sur place une franchise qui fonctionne. Et le fait est que cette équipe donne du temps de jeu à ses jeunes joueurs, développe ses talents. Et ça aussi, c'est un truc dont je parle excessivement souvent dans ce podcast parce que je trouve que c'est tellement important. Si tu es fan d'une franchise, c'est ce que tu dois, c'est ce que tu veux, c'est que les jeunes talents se développent et puissent voir la lumière du jour à un moment ou un autre, quoi. Et t'as Andrea Abbott de Troop qui a sorti un article absolument fascinant. Il compare les Bucks et le Thunder, et les Bucks où les jeunes joueurs qu'ils ont sélectionnés à la draft, alors n'ont pas forcément le même talent que les joueurs du Thunder, bien que certains ont été sélectionnés avant certains joueurs du Thunder, mais c'est surtout l'allocation de minutes qui n'est pas du tout la même. Et Milwaukee, par exemple, dans leur stratégie de développement de jeunes, bah, c'est quasiment inexistant. Alors on peut dire, ouais, mais attends, les Bucks, ils ont remporté le titre en 2021, ils n'ont pas du tout la même logique et tout, de développement de joueurs. Et ça, je suis contre cette idée-là, en fait. Je veux dire, en saison régulière, il y a pas, il y a forcément des moments où tu peux faire jouer tes jeunes et développer tes talents. Et je trouve que le Thunder, c'est ce que tu dis, cette franchise est littéralement exemplaire. C'est pas une hyperbole de dire ça, c'est pas une exagération, parce qu'il y a une vraie logique de construction à tous les niveaux de la franchise, avec le coach qui comprend très bien ce qu'il doit faire pour développer tout ça et pour arriver à un objectif. Et on voit aujourd'hui, meilleure défense de la ligue, et clairement, elle fait partie des grands favoris pour gagner le titre, alors que il y a 3 ans de ça, on était là en train de se dire, attendez, faut y aller mollo avec le Thunder, quoi.
Mais tu as tout à fait raison. Et donc, il y a toute la partie de travail qu'on voit pas des entraîneurs avec les joueurs dans le développement individuel qui doit être, qui est manifestement très bien orchestré. Et il y a aussi la manière dont le Thunder sait utiliser, pardon, son équipe de G-League. Un peu à Tout à fait. l'image de ce qu'ont pu faire les Spurs par le passé, où tu vois un joueur comme Ousmane Dieng qui a un vrai beau potentiel, qui a principalement joué avec l'équipe de G-League l'an dernier. Là, comment dire, il y a des blessures dans le roster, donc il a l'opportunité de se montrer et il est bon en fait. Mais il est Il est bon trop bon. parce qu'il a eu l'opportunité de se préparer à être bon. Et là, il faut reconnaître qu'il a su saisir l'opportunité. Mais vraiment, ouais, tu sens que c'est une franchise qui laisse rien au hasard. Et une fois, j'avais lu une interview de Sam Presti. Il y avait une petite phrase qui m'avait beaucoup marqué quand quelqu'un lui posait un petit peu la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir travailler pour le Thunder. Et il définissait le Thunder en disant, nous, on est une franchise, on est basé sur la résolution de problèmes. C'est ça, on Mm. cherche des gens qui sont dans la résolution de problèmes et pas des gens qui vont être sur le fait de s'apitoyer sur le problème. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que même à titre personnel, si tu regardes un petit peu autour de toi, dans tes amis, tes relations au boulot, etc., tu peux Ouais. vraiment faire une différence entre les gens qui sont dans la résolution de problèmes et les autres. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Ouais, complètement. Ouais, je suis bien d'accord. Enfin bref, voilà. Donc le MOOC Rivers, 15e numéro, disponible. On peut encore le commander ou pas? Ouais, Oui. toujours. Alors, c'est vrai que c'est exclusivement sur basketsession.com, notre site internet. On n'est pas disponible ni à la Fnac ni dans les autres points de vente. C'est des éditions limitées, donc tu as raison de poser la question. Mais là, il en reste encore. Donc, sur basketsession.com, voilà, on peut le trouver encore. Allez-y, foncez. Il y a zéro. Enfin, c'est toujours d'une qualité exceptionnelle. Euh, Merci, Josh. On va parler des Cavaliers de Cleveland. 9 victoires, 0 défaite pour les Cavaliers, qui sont actuellement la dernière équipe encore invaincue en NBA. C'est le meilleur départ de l'histoire de la franchise depuis la saison 1976-1977. Fraîchement nommé à la tête de l'équipe en remplacement de J.B. Bickerstaff, Kenny Atkinson, de retour dans la peau d'un coach principal après plusieurs années passées en tant qu'assistant, notamment aux Warriors, vit une véritable lune de miel avec son effectif, qu'il utilise à merveille pour le moment. Chose peu commune, il utilise une rotation étendue avec plus de 10 joueurs oscillant entre 15 et 30 minutes par match. C'est assez fascinant quand tu regardes l'allocation de minutes dans cet effectif. C'est complètement dingo. Il a Ouais. installé des principes offensifs qui font merveille. Cleveland affichant la meilleure attaque actuellement. Encore une fois, je le rappelle, micro-échantillon, certes, mais quand même, l'efficacité au tir est écœurante. À voir si ça se maintient dans le temps. Il leur a demandé d'augmenter le rythme de jeu, de favoriser la circulation du ballon, de prendre les tirs ouverts à 3 points, une philosophie qui a pour premier effet de responsabiliser tout le monde, et ça se sent sur le terrain, de permettre aux joueurs de prendre du plaisir. Il installe un cycle vertueux qui fait ses preuves actuellement sur le terrain, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Si on ajoute à ça une défense qui est assez solide, avec une grosse intimidation à l'intérieur imposée par Jarrett Allen et Evan Mobley, on peut rapidement avoir le sentiment d'une véritable amélioration collective côté Cleveland et non un mirage de début de saison. En tout cas, moi, j'en ai l'intime conviction. J'aimerais rappeler également que l'an dernier, Darius Garland, Jarrett Allen et Mobley avaient été blessés à différents moments de la saison, ce qui explique également que la saison était un peu en demi-teinte et qu'ils ont eu des difficultés, même si ils avaient eu une belle période, je me souviens, la saison passée, et l'effectif était carrément vide de ses stars quasiment. Je crois qu'il y avait que Donovan Mitchell qui était là. Euh, les playoffs, les playoffs l'an dernier pour moi ont été capital pour qui? Capital pour Evan Mobley. J'ai l'impression que ces playoffs, parce qu'il y avait des blessés, parce que Mobley tout d'un coup on lui a demandé de forcer un peu son jeu, de forcer un peu sa personnalité. Il est plutôt en retrait ce joueur quand même. Enfin, jusqu'alors il l'était. Et j'ai trouvé que pendant la série face à Boston, il s'est beaucoup affirmé. Il a compris que si il appuyait de tout son poids sur la rencontre et qu'il se donnait. Je dis pas qu'il se donnait pas avant, mais il s'est vraiment investi à 100% sur le terrain. Et je trouve que cette tendance se confirme cette saison. Et j'ai l'impression que Mobley prend de plus en plus de relief. Enfin, c'est enfin perceptible, j'ai l'impression, notamment offensivement, où j'ai l'impression qu'il tergiverse moins dans sa tête. Et Théo, j'avais vraiment envie de te demander, ce que tu pensais de cette équipe de Cleveland dans son début de l'ère Kenny Atkinson. Bah écoute, moi je suis ravi et pas si surpris que ça, même si j'aurais pas forcément imaginé que ça serait la dernière équipe invaincue de ce début de saison, parce que le talent a toujours été là en fait du côté des Cavs depuis 3 saisons.
Moi, je trouvais que le trade pour Donovan Mitchell était vraiment une bonne opération pour Cleveland. J'adore le profil, pardon, le profil d'Evan Mobley. J'étais un petit peu déçu de sa saison sophomore. Mais bon, Hmm. c'est des choses, on sait que c'est des choses qui arrivent, mais je trouve que le talent, comme tu l'as dit, il saute aux yeux. Moi, j'étais vraiment pas fan de JB Bickerstaff. Honnêtement, je comprenais pas vraiment comment ils faisaient tourner cette équipe. Je comprenais pas pourquoi cette équipe tirait pas plus à 3 points alors qu'ils avaient fait un recrutement uniquement quasiment basé là-dessus. Là, j'étais confiant dans le fait que Kenny Atkinson puisse faire de bonnes choses avec cette équipe parce que j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait avec les Nets quand il était à Brooklyn. Et il retrouve en plus des joueurs qu'il a déjà eu là-bas comme Jarrett Allen ou Caris LeVert. Et en fait, c'est impressionnant, c'est le jour et la nuit, en fait, je trouve. Et je partage ce que tu dis au sujet d'Evan Mobley, qui est parfois timide, ou du moins qui accepte de disparaître un peu en attaque. Et en Mhm. même temps, je trouve que c'était dans la manière dont le jeu était orienté, était pas assez orienté autour de lui. C'est la première Ouais. chose que Kenny Atkinson a dit en arrivant, c'est qu'il allait recentrer le jeu. Et c'est clairement ça, c'est-à-dire que c'est pas, alors, on va pas lui donner la balle plus qu'à Donovan Mitchell ou à Darius Garland, mais il y a un équilibre. Il y a eu un rééquilibrage comment dire, des responsabilités offensives que je trouve qui était bienvenu et qui paye aujourd'hui. Voilà. C'est impressionnant de voir quand même. Parce que la question, c'était de savoir aussi si cette équipe de Cleveland pourrait être ambitieuse en jouant avec deux vrais C'est grands, ça. ce qui se fait quasiment plus, à part, voilà, même Minnesota finalement a décidé de renoncer. Et là, sur le spacing, ce qu'on voit dans le jeu de Cleveland, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup. Ouais, ça a plus de sens que ce qui était proposé par le passé, clairement. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, tu as cette espèce il y a les deux côtés. Offensivement, on se demande, et d'ailleurs, enfin, la question peut se poser encore, j'ai envie de dire. On va voir combien de temps ça tient, si ça tient, et comment ça se concrétise d'ici la fin de la saison. Mais effectivement, comme tu le dis très bien, offensivement, il y avait cette question de savoir est-ce qu'avec deux grands, dont un non-shooter en Jarrett Allen, tu peux vivre dans la NBA actuelle et, 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 et comment dire, et avoir une production offensive qui suffisante pour survivre, notamment face à des espèces de monstres comme Boston. Et défensivement, il y avait aussi la question de savoir si Donovan Mitchell et Darius Garland, qui sont assez petits, peuvent survivre également de l'autre côté du terrain. Et Cleveland, il y a ces deux extrêmes des deux côtés, donc petite taille et un point d'interrogation défensif sur les lignes arrière, grande taille et point d'interrogation offensif sur le jeu intérieur. Et là, tout d'un coup, tu as l'impression que Kenny Atkinson a réussi à régler l'équation et à manifestement insuffler. C'est ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est que cette espèce de jeu collectif où il y a, il y a, il y a beaucoup moins de déchets, beaucoup moins d'isolation, beaucoup moins d'actions qui mènent à rien, je trouve. Il y a une espèce d'énergie collective sur le terrain que je trouve fascinante. Et tu as raison, JB Bickerstaff, moi non plus, j'ai jamais trop cru en lui. Et bon, on va pas trop critiquer pour pas accabler les fans des Pistons, hein, qui vivent un enfer depuis des saisons. Mais mais ouais, non, mais Kina Kitson là, c'est vraiment fabuleux ce qu'il est en train de faire, quoi. Et j'ai vraiment hâte de voir s'il y a moyen de maintenir le truc, sachant qu'il y a Max Strus qui joue pas, qui Ouais. va encore revenir de blessure. Donc, alors, il faut quand même souligner que le calendrier était favorable, hein. Il y a deux victoires in extremis face aux Bucks, dont une victoire avec un panier à la dernière seconde de Donovan Mitchell. Donc ça aurait pu être deux défaites, tu vois. On parlerait et de Cleveland et peut-être de Milwaukee de façon assez différente. Mais ils ont eu plutôt un calendrier favorable. Là, on verra ensuite ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Mais un truc qui m'a beaucoup plu, c'est Donovan Mitchell qui dit par exemple, on gagne nos matchs de façon très différente. Et Mm. ça, pour moi, c'est le signe que c'est une équipe qui est bien préparée et qui possède les armes pour faire face à différentes situations. Et ça, pour moi, c'est vraiment la recette de la victoire en NBA. Être Ouais, non, adaptable. ouais, t'as tout à fait raison. Tu fais bien aussi de tempérer en disant que c'est le début de saison, que c'est la saison régulière, parce que effectivement, en fait, autant je trouve que cette équipe elle a le talent et les joueurs pour faire une très belle saison régulière, autant la question que tu soulevais autour de la défense et du backcourt avec Donovan Mitchell et Darius Garland en playoff, pour moi, elle n'est pas réglée. Et je t'avoue Voilà. que les voilà, et bon, Darius Garland est complètement passé à côté de ses playoffs l'an dernier. Euh,
il a vraiment pas été bon, mais j'ai trouvé quand même que ça soulignait. J'ai eu l'impression que ça montrait quand même la limite potentielle de ce backcourt, sachant que c'était pas le seul blessé, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jarrett Allen était aussi sur la touche. Mais tu vois, l'optimisme que j'ai pour cette équipe de Cleveland en saison régulière est pas forcément le même que j'aurais pour eux en playoff, parce que je suis pas sûr effectivement que tu puisses survivre avec ce backcourt défensivement, même si Donovan Mitchell a fait des efforts. Voilà, c'est pas un stopper, mais je trouve qu'il a fait des Ouais. efforts. Ça me semble, voilà, c'est une question que la franchise va devoir se poser dans tous les cas. Et en ce qui concerne Evan Mobley, là aussi, j'attends en fait de voir dans la durée. En fait, est-ce Hmm. est-ce que son implication offensive va se maintenir? Est-ce que même d'une certaine manière, il va devenir un peu plus gourmand quelque part? Parce que je pense que, excuse-moi, je pense que ça serait bénéfique en fait pour cette équipe de Cleveland et il y a encore vraiment j'ai l'impression qu'il y a encore de la marge avec ce joueur. Euh, Défensivement, c'est déjà élite. Mais offensivement, il y a encore de la marge. On parlait de spacing tout à l'heure, là, c'est intéressant. Il joue beaucoup plus au large. Ça ne veut pas dire Hmm. qu'il prend beaucoup de tirs à 3 points. Non, Il non. en prend moins de 2 par match, avec un pourcentage très correct. Voilà. Par contre, on sait bien que dans le basket moderne, avec son profil, il faut que ça puisse grimper, en fait. Pas simplement en termes d'adresse et de réussite, mais aussi en termes de volume pour continuer à faire en sorte que ce spacing fonctionne pour Cleveland. Donc voilà, c'est pour ça que cette équipe elle est intéressante parce que c'est une très bonne équipe, mais c'est pas un produit fini et du coup je pense que ça va être enfin ça va vraiment être passionnant de les suivre tout au long de l'année au bout du compte. Ouais, tout passe par Evan Mobley, selon moi. C'est ce que je dis, Ouais. c'est ce que je dis depuis un moment. Et c'est pour ça que je te dis, cette série de face à Boston, j'étais ravi que ça lui arrive en fait. Mm. J'étais ravi qu'il soit dans le dur autant qu'il l'a été et qu'il soit obligé, forcé de forcer son caractère, sa personnalité, de forcer son talent, de vraiment toucher aux limites de son jeu. Et tu vois que c'est à l'intersaison, il a bossé pas mal de trucs. Son handle, il a bossé son tir. Enfin, ça, il le bosse depuis le début. Hein. Ils ont bien compris qu'il fallait plus il sera capable, en mesure de tirer et de jouer au large, plus Cleveland gagnera au change. C'est quelque chose de primordial aujourd'hui dans le jeu, d'avoir ce tir longue distance, ne serait-ce que pour mettre au respect les défenses adverses. Mais mais pour moi, c'est la clé, Evan Mobley. C'est très bien que Donovan Mitchell soit là. On verra comment ça se passe, leur évolution commune à tous les deux, combien de temps ils vont jouer ensemble et est-ce que ça va s'inscrire dans la durée ou pas. Mais tout se passera pour moi avec Evan Mobley, quoi. C'est lui la clé de cette histoire à Cleveland. S'il doit se passer quelque chose à Cleveland, ça sera lui la clé pour moi. Non, non, mais Et personne d'autre. je partage ton avis, mais c'est vrai que pour moi, Donovan Mitchell est vraiment au cœur de la question aussi, parce qu'au bout du compte, Mmh. il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme Donovan Mitchell qui peuvent faire comme en playoff l'an dernier pour Cleveland, aller gagner plusieurs matchs de T'as playoff raison. quasiment sur leur propre. Alors, bien sûr, il n'est pas tout seul, mais c'est vraiment lui qui a pris le leadership dans plusieurs matchs de playoff l'an dernier, qui a permis à Cleveland de gagner ses matchs face à Orlando. Il n'y en a pas tant que ça des joueurs qui ont ce profil-là dans la ligue. Et la question, c'est vraiment de pouvoir entourer ces deux joueurs-là de la meilleure manière possible, tant que Donovan Mitchell à ce niveau-là ou tant que Donovan Mitchell est encore là. Donc pour moi, c'est un petit peu ça l'urgence, la priorité du côté des Cavs. Ouais, on verra ça. Mais effectivement, c'est une des équipes à suivre définitivement pour ceux qui en doutaient. Et ça joue bien, ça joue hyper Ouais. bien à Cleveland, quoi. C'est du bonheur à regarder, quoi. C'est Atkinson, tu vois qu'il a emmagasiné un savoir à travers ses différentes expériences d'assistant. Et tu sens c'est pour ça que j'ai cité les Warriors. Tu sens la griffe Golden State à fond, quoi. tu, tu sens qu'il y a quelque chose qu'il a hérité de ça, quoi. Donc voilà, on va parler des Milwaukee Bucks pour le coup, qui sont eux à l'opposé totalement de Cleveland. Et je pose même la question, est-ce que c'est la fin des Bucks tels qu'on les connaît? Alors, c'est peut-être trop tôt pour être en panique mode absolu tout de suite maintenant. Mais ce qui me contrarie beaucoup dans ce début de saison des Bucks, c'est que les problèmes de la saison passée ne se sont manifestement pas dissipés pendant l'été. Et j'ai même envie de dire qu'ils sont plus que jamais attachés à cette équipe comme un boulet à la cheville d'un prisonnier. Giannis Antetokounmpo est absolument fabuleux. Comme à son habitude, le gars, dès qu'il joue, c'est 30 points, 15 rebonds, 6 passes, ce que tu veux, enfin, il n'y a pas de problème. Damian Lillard,
qui a reconnu des difficultés d'adaptation, notamment en raison de son divorce et de l'impact que cela a eu sur sa vie de famille, alterne le chaud et le froid, et t'as l'impression qu'il a du mal à trouver le bon tempo, même s'il a un peu réglé la mire sur les derniers matchs. Mais il n'a pas le même poids sur la décision des rencontres qu'à l'époque de Portland, par exemple. Je trouve que ça saute aux yeux, clairement. Chris Middleton, qui se remet d'une opération aux 2 chevilles cet été, il est quand même excessivement souvent blessé et à l'infirmerie depuis 2 saisons. Brook Lopez est en panne d'adresse et pareil, la question de sa productivité sur le terrain se pose de plus en plus. La défense des Bucks, c'était autrefois leur identité. Aujourd'hui, c'est un énorme problème qui paraît, je vois pas comment ils vont résoudre cette situation, notamment dans les contre-attaques. Ils se font plier sur les contre-attaques adverses, c'est gênant. Ils sont loin des standards qu'on leur connaissait à l'époque de Mac Budenholzer, qui occupait auparavant le poste de coach. Doug Rivers ne parvient pas à trouver la formule qui pourrait permettre à cette équipe de relever la tête pour le moment. Il a fait quelques changements là d'effectifs la nuit dernière. Il a mis Gary Trent Jr. sur le banc, il a mis Andre Jackson Jr. dans le 5 majeur. Giannis et Dame m'ont dit c'est génial, il a apporté de l'énergie. Est-ce que ça peut suffire? J'ai pas l'impression que ça soit l'unique problème, l'énergie des Bucks. Doug Rivers, si tu l'écoutes, il n'y a pas de problème. C'est juste la mise en route qui est compliquée. Mais bien évidemment, ils feront les playoffs, malgré son bilan de 2 victoires et 6 défaites pour lancer la saison. Au même moment, il y a des rumeurs à tout va de savoir qui sera le prochain coach. Où est-ce que Giannis va être transféré s'il demande son transfert? Théo, c'est quoi ce merdier à Milwaukee? Un peu comme pour les Sixers, c'est le scénario catastrophe. C'est le pire scénario possible. Et pourtant, c'est un scénario qui était annoncé. Je ne vais pas revenir uniquement sur... En fait, c'est extrêmement décevant, mais c'est pas si surprenant que ça quand on y pense. Ouais. Je trouve cet effectif quand même faiblard pour un prétendant. Encore une fois, c'est une équipe qui a mis en place un trade pour être championne. Donc, c'est à travers ce prisme-là qu'il faut l'évaluer. Je peux te poser une question rapidement, Bien sûr. rapidement. Est-ce que au début de la saison, avant que cette saison-là commence là, cette année, est-ce que tu mettais Milwaukee parmi les prétendants au titre ou pas? Moi, non. Ok, vas-y, continue. Non, même au sein de la conférence Est, tu vois, je les mettais pas. Alors, bien sûr, ils faisaient partie des grosses équipes, mais sur le papier, encore une fois, tout à l'heure, on parlait de Philadelphie. Moi, je les mettais derrière Philadelphie, derrière Boston, bien entendu, derrière New York aussi. Par exemple, j'aurais pas imaginé que Cleveland commence comme ça, forcément, mais je les voyais vraiment pas comme les favoris. C'est marrant, mais pas non plus comme un des prétendants. Prétendant. C'est-à-dire comme une équipe capable de... non, je la voyais pas vraiment capable de gagner le titre ou si Milwaukee gagne le titre. Ah ouais. D'accord, voilà, c'est ça ma question. Non, j'aurais été extrêmement surpris qu'ils gagnent le titre. Je trouvais pas l'équipe, finalement, quand je vois la densité qu'il y a dans la conférence Ouest et même la manière dont l'Est s'est renforcé au top de la conférence, je les voyais pas parmi les meilleures équipes, en fait. Alors qu'ils ont l'un des 3 meilleurs joueurs du monde, peut-être, qui peut être entre les places 1, 2 et 3 en Giannis Antetokounmpo. Non, je trouve que l'effectif est pas si talentueux que ça. Et un meneur all-time. Et un meneur all-time en Damian Lillard qui fait partie des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue. C'est ça mais fou, en fait. Tu te rends compte? Bien sûr. Et Damian Lillard qui fait pas un mauvais début de saison d'un point de vue individuel. Quand on regarde ses stats, d'un point de vue statistique, heureusement qu'il y a Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo. Bien sûr, c'est les 2 meilleurs joueurs de l'équipe, mais ils font individuellement et statistiquement, ils font des bons débuts de saison. Mais je trouve l'effectif limité. Moi, j'ai aucune confiance dans des équipes coachées par Doc Rivers dans ce type de contexte. Je continue de pas comprendre pourquoi Milwaukee lui a donné un tel contrat. Ça a pas de sens pour moi. Et voilà. Et c'est vrai que ça commence de la pire des manières. Alors pareil, comme on parlait de Philadelphie tout à l'heure, Milwaukee, il va redresser la barre d'une manière ou d'une autre. C'est le niveau actuel auquel on assiste, ça peut pas être leur niveau sur toute la saison. Donc ça ne peut aller qu'en progressant. Mais j'ai vraiment du mal à les voir comme une menace sérieuse pour jouer le titre cette année, au vu de tout ça.
il faut dire, tu parlais de Brook Lopez, son utilisation, alors, il est catastrophique en termes d'adresse, c'est pas le seul. Hein. Si vous regardez les stats de Brook Lopez, Ah non, mais c'est par exemple, et de Gary Trent Jr. en termes d'adresse, c'est abyssal. ça Par fait contre, mal aux yeux. il a toujours un impact défensif vraiment marquant, Brook Lopez. Voilà, donc c'est pas le Brook Lopez d'il y a 2 ans, bien sûr, mais son impact défensif est toujours là, dans un secteur qui est dramatique. Enfin, encore une fois, au vu des attentes de Milwaukee cette saison, il faut noter quand même l'absence de Chris Middleton. Il leur manque leur troisième meilleur joueur, clairement en termes de talent et d'apport. Mais il y a d'autres équipes qui sont aussi privées de certains de leurs meilleurs joueurs. Et c'est quand même inquiétant de voir que malgré tout ça, Milwaukee commence la saison de manière aussi brinque-ballante, quoi. Tu te dis, le talent est peut-être pas suffisant pour être champion, mais il y a quand même trop de talent pour faire un début de saison aussi catastrophique. Ouais, complètement, ouais. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure quand on parlait des talents. Je trouve que cette équipe n'a pas du tout su bien sélectionner des jeunes talents, n'a jamais fait vraiment confiance à ces jeunes. Là, mettre André Jackson Jr. tout d'un coup, pour le coup, c'est un bon move de la part de Doug Rivers. Je trouve que ça va dans le bon sens, mais voilà, je trouve que il y a pas vraiment de quoi susciter l'enthousiasme pour l'instant du côté des Bucks. Quoi. Je vois pas qui aujourd'hui dans la jeune garde des Bucks, les quelques jeunes talents qui sont dans cet effectif, qui va jouer des minutes concrètes pour leur permettre de relever la tête, quoi. Et Doug Rivers Ouais. n'est pas du tout connu en plus pour donner des minutes à ces gens-là, Non, mais c'est doublement terrible. t'as raison, et André Jackson Jr., non, mais c'est très bien que Doc Rivers le mette sur le terrain. C'est lui qui, sur la saison, alors, ça veut tout et rien dire, mais c'est marrant, c'est lui qui a le meilleur plus-minus de toute l'équipe, quoi. Il est Ouais, à ouais. 4,9, personne n'est aussi haut. Donc c'est très bien qu'il lui donne sa chance, surtout qu'encore une fois, Gary Trent Jr. est vraiment au fond du trou, et moins de 30% au tir. Moins de Pour un 30% de shooter, réussite ouais. au tir. Alors 23% à il est 3 là points. juste pour tirer, ouais. Ouais, donc mais quand tu vois qu'il y a plusieurs joueurs comme ça qui sous-performent en termes d'adresse, c'est aussi qu'il y a un problème dans la manière dont l'équipe joue, en fait. Parce que tu sais que c'est Complètement. pas la valeur du joueur, en fait. Comme pour Brook Lopez, qui lui aussi a moins de 40% de réussite au tir, moins de 30% à 3 points. C'est pas juste sa valeur, en fait. C'est que le collectif fonctionne pas en tant que tel. Et donc ça, c'est forcément, tu te tournes vers le coaching. Encore une fois, je pense que ça va progresser, que ça peut pas rester à ce niveau-là, mais c'est vraiment décevant et inquiétant. Et voilà, Damien Lillard, ses stats, elles sont très honorables individuellement. Ça n'a pas suffi quand même pour que les Bucks puissent tenir le choc. C'est compliqué, quoi. Et Yanis, à part ses lancers francs, où vraiment il est pas bon au lancer franc cette année sur ce début de Hmm. saison, on sait que c'est toujours un petit peu son talon d'Achille, tu peux pas lui en demander plus. Non. Qu'est-ce que tu peux lui demander de plus? C'est Là, C'est c'est à la franchise de trouver la manière de faire fonctionner tout ça, quoi. Si tu regardes les 5 prochains matchs de Milwaukee, c'est à la fois effrayant et à la fois. Enfin, il y a New York le prochain match est contre New York samedi, dans la nuit de vendredi à samedi. Boston dimanche, qui sera à regarder d'ailleurs chez nous à 9h30. Toronto, Détroit et Charlotte. On va s'arrêter à la mi-novembre. Et après, tu as Houston, et tu as Houston qui suit derrière le 19 novembre. Je veux dire, le bilan, si tu fais sur les 6 matchs, ils font 3-3 déjà, c'est plus que probable selon moi. Je les vois pas. Je sais pas je vois pas comment ils vont s'en sortir tout de suite maintenant, tu vois. Enfin, je veux dire, l'embellie, elle est pas immédiate, c'est pas pour tout de suite, quoi. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas Chris Middleton de retour, il ne pourra Ouais. pas y avoir de vraie embellie, mais quelque part, chaque match est vraiment important pour Milwaukee. Je sais que c'est uniquement le début de saison, mais il faut que tu commences à en prendre quand même des victoires. Et même si c'est contre. Il faut que tu partes du principe qu'aucune victoire sera facile et qu'il faudra que tu trouves le moyen, par soit des joueurs qui se montrent plus à leur avantage, soit par des coups de coaching, d'aller chercher tout ce que tu peux prendre, quoi. C'est dingue. Est-ce que tu donnes un quelconque crédit aux rumeurs de transfert concernant Giannis? Il y a eu un article sur NBA.com il y a pas longtemps là où t'as quelques-uns de des membres de staff de la conférence Ouest qui expliquent clairement qu'il y a pas mal d'équipes qui aujourd'hui sont près du téléphone
et regarde la situation à Milwaukee avec un grand intérêt en se disant, il y a pas, il y a peut-être moyen que ça se passe mal, quoi. Et dans la liste des équipes où Giannis pourrait aimer se trouver, il y a Miami, New York, enfin New York, les Nets, pardon. C'est Miami et les Nets qui auraient potentiellement la préférence de Giannis. Et je cite Miami et ça me fait rire parce que pareil, je suis en train de battre un cheval mort depuis tout ce temps. Mais je ne peux pas m'empêcher de repenser quasiment tous les jours que je regarde la NBA à ce truc, à ce transfert de John Horst, qui est le GM des Bucks, qui fait venir Damian Lillard contre sa volonté, puisque le gars dit « je veux jouer à Miami ». Il fait venir Damian Lillard, il est obligé de se séparer de Jrue Holiday, et tout ce que ça a déclenché derrière est juste hallucinant. Milwaukee a tué, je trouve, son âme d'équipe défensive et s'est séparé d'un joueur qui était complètement en phase avec ce que le jeu pratiquait cette équipe et avec Giannis Antetokounmpo. Pareil, hein, je peux même citer le départ de Mike Budenholzer que moi j'ai trouvé totalement ridicule de virer ce mec-là. Je comprends bien que c'était frustrant de perdre au premier tour, mais tu vires pas le mec qui t'engrange des victoires comme il l'a fait pendant tout son passage là-bas. Bref. Et aujourd'hui, Jrue Holiday joue à Boston, qui est le principal concurrent de Milwaukee. Et comment tout ça s'est déroulé, je trouve ça absolument fascinant, quoi. Le retournement de situation en pleine tête pour Milwaukee, c'est quand même fou, quoi. Ouais, c'est clair que c'est clair que c'est fou. Du côté des trades, moi je serais très étonné que Giannis Antetokounmpo demande à être tradé cette saison. Ouais. Parce que finalement, si l'équipe en est là, c'est de son fait. C'est lui quand même qui a mis une espèce de coup de pression en gros en disant bon bah moi je signe pas d'extension de contrat tant qu'on n'a pas renforcé l'équipe. Ce qui a, Je viens de le rappeler. Voilà, ce qui a accouché sur le trade de Damian Lillard. Il y a d'autres joueurs qui ont fait ça et qui n'ont quand même pas eu de scrupules pour se barrer dans la foulée, mais j'ai pas l'impression que ça soit le tempérament d'Giannis. Donc je serais vraiment très étonné qu'il demande son trade pendant la saison. Je pense que s'il devait y avoir un trade, ça serait vraiment qu'il y ait une équipe qui fasse une offre extrêmement agressive aux Bucks et que Milwaukee se dise en interne que de toute façon, il y a un moment où Giannis, à court terme, va demander à partir. C'est le seul scénario en fait dans lequel je verrai un échange de Giannis Antetokounmpo au cours de la saison, mais je pense qu'il y a plus de chances quand même de le voir terminer l'année avec le maillot des Bucks sur le dos. Ouais. Oui, je pense aussi, ouais. Et puis à voir. Enfin, Damian Lillard me brise le cœur. Je sais pas comment. Je sais pas comment ce joueur. Tu sens qu'il est pas bien, quoi. Tu sens qu'il est pas épanoui. Ouais, et puis tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça joue pas bien. Hein, c'est dur Non, à mais regarder quand même, hein, ah le non, mais Milwaukee là, faut. c'est terrible. Mm. C'est terrible parce que ce sont des joueurs, voilà, et c'est ce que tu disais très bien. C'est-à-dire que il y a un moment, les joueurs ont du talent individuel, tout ça. On le sait, et ils n'ont pas perdu leur talent du jour au lendemain. C'est souvent les schémas et les systèmes qui ne mettent pas du tout leur jeu en valeur et dans lequel ils se retrouvent pas. Et si tu vois les stars qui commencent à piétiner et à galérer, tu peux être sûr que derrière les role-players, c'est encore pire pour eux, Ouais. pour s'en sortir. Donc, et j'ai du mal à comprendre en fait. J'ai du mal à comprendre comment deux talents aussi purs que Giannis et Damian Lillard se retrouvent dans un tel merdier à Milwaukee, quoi. J'ai vraiment du mal à faire sens de ça. Surtout que quand tu vires Adrian Griffin l'an dernier, si t'es les Bucks, Adrian Griffin avait un bilan plus que positif. Mm. Il était en haut de la conférence Est à un moment. C'est juste les joueurs qui étaient en train de faire un peu de faire sécession. Il avait perdu le vestiaire. C'était plus ça le problème. C'était plus un problème humain que sportif, qu'en termes de résultats, j'ai envie de dire. Là, aujourd'hui, t'as ni les résultats sportifs, ni le côté humain qui a l'air de coller véritablement. Tout ce petit monde a l'air de se chercher encore aujourd'hui. Et je trouve ça long, en fait. Et je sais pas si on peut être optimiste ou pas. J'ai du mal à être optimiste pour eux, très sincèrement. Bah, moi, je le suis pas dans le sens où cette équipe, elle est censée être construite pour gagner le titre. Dans cette optique-là, j'ai peu d'optimisme. Ouais, tout à fait.
On va terminer sur une note beaucoup plus sympathique avec la Melo Ball. Je voulais te parler de la Melo Ball qui a manqué 106 des 164 rencontres possibles en saison régulière ces 2 dernières saisons. Et je t'avoue que depuis la reprise, depuis la pré-saison, saison, de le revoir sur le terrain, ça m'a vraiment fait prendre conscience à quel point c'était triste de ne pas avoir un joueur comme lui plus souvent en train de faire ce qu'il manifestement a énormément de plaisir à faire, à savoir jouer au basket. Et le bonheur qu'il dégage en jouant, sa façon de jouer collectif, sa façon de décocher ses tirs à 3 points. C'est marrant parce que quand tu réfléchis, la Melo Ball, c'est un joueur qu'on suit depuis bientôt 10 ans. On l'a suivi quand Lonzo Ball était à UCLA ou à Chino Hills. Euh, on suit ce gars-là depuis qu'il a quoi, 8-9 ans, la Melo Ball. Il est sur les réseaux, on le voit tirer depuis la moitié du terrain, tout ça. Et c'est marrant de voir où il en est aujourd'hui, de voir le kiff absolu que c'est de le voir jouer sur un terrain. Et je comprends bien qu'il y a certains qui ont du mal avec les Hornets, parce que notamment à cause de Miles Bridges, pardon, qui a été condamné pour violence conjugale, même si les charges ont été abandonnées en février dernier contre lui, je tiens à le rappeler aussi. Voilà, c'est important de souligner ça. Mais je trouve que cette équipe des Hornets, c'est un vrai kiff. Il y a Brandon Miller aussi qui est absolument génial à regarder jouer, même s'il est pas dans une super forme en termes d'adresse pour commencer la saison. On a parlé de Treman tout à l'heure, Nick Richards, le jumeau Martin, Seth Curry. Je kiffe cette équipe des Hornets. Comme chaque année, en fait, je parle des Hornets malgré moi. Mais voilà, je voulais juste parler de la Melo Ball et vous dire que c'est urgent de le regarder maintenant qu'il joue, avant qu'il se reblesse potentiellement. Voilà, à toi. Je te laisse parler de la Melo si t'as envie. Non, mais oui, parce qu'en fait, bon, moi, j'ai jamais été un fan de la Melo Ball, je te le cache pas. Mais cette année, Charlotte, c'est une Moi non des plus. équipes que je regardais avec le plus de plaisir. Parce qu'il est vraiment, effectivement, tellement talentueux, tellement fort, tellement bizarre. J'ai l'impression que, moi, je pense que c'est vraiment l'un des joueurs sur qui ça doit être le plus un enfer de défendre, parce que c'est impossible de comprendre ce qu'il va faire, en fait. Tu sais pas s'il va shooter. Quand il shoot en sortie de dribble, tu vois pas le shoot sortir. Il a Exact. un jeu tellement à contre-temps que c'est vraiment hyper surprenant de le voir jouer. Treman, on en parlait tout à l'heure, voilà, c'est un des joueurs, je kiffe Treman. Brandon Miller, talent énorme, effectivement, là, en termes d'adresse, c'est dur sur ce début de saison, mais là, tu vois que c'est un vrai joueur qui va être vraiment intéressant à suivre pour la suite. Et tout ça, ça commence avec la Melo Ball. Et en fait, quand on en parlait dans un podcast avec mes camarades Shai Mamou, Antoine Pimel, là, dans le podcast de Basket Session, je disais en début d'année, je trouve que cette équipe, elle a le potentiel pour être l'équipe surprise de la conférence Est. Alors, pas pour dire qu'ils vont passer un tour de playoff, mais pour être tu sais, le caillou dans ta chaussure, dans la chaussure des autres Ouais. équipes, qui va venir gratter partout, se faire une place peut-être dans les courses pour le play-in, etc. Tout comme ça peut être l'équipe qui va faire comme les années précédentes et mener nulle part. Et tout ça, ça passe par la Melo Ball, parce qu'en fait, il a un talent énorme. Je trouve il a vraiment progressé dans sa capacité à choisir ses moments pour jouer pour lui et les moments où il fait tourner le ballon. Après, c'est quand même une équipe très jeune. En termes de, je crois qu'ils ont un des pires ratios balles perdues, possessives, balles perdues il y a beaucoup d'erreurs. Nous, en tant que Ouais, Français, on a envie de voir en plus Tidjane Salin et Moussa Diabaté sur le terrain. Quand on les voit, exact. ils apportent des choses intéressantes. On a envie de les voir plus. Donc, c'est vraiment une équipe coup de cœur, sympa à avoir joué. Mais c'est toujours aussi dur finalement de déterminer le potentiel de cette équipe, d'autant que Brandon Miller n'est pas le seul en difficulté avec son tir. Tu parlais de Miles Bridges, je trouve qu'il est vraiment en dessous des attentes sur ce début de saison. Je parle de talent de basketteur, effectivement, tu fais bien de repréciser tout le contexte. Donc elle est très dure à lire, cette équipe, en termes de résultats. Ouais, mais en fait, ce que je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis pareil que toi. Lamelo Ball n'a jamais été un joueur euh, dont je suis fan. Tu vois, c'est pas un joueur vers lequel je me précipite forcément. Mais
là, je t'avouerais le fait qu'il ait manqué tous ces matchs. Ça, j'étais curieux de voir un peu comment les Hornets jouent. J'aime bien les commentateurs des matchs des Hornets quand ils jouent à domicile. Brandon Miller est un joueur qui m'intéresse énormément. Treman est un joueur qui m'intéresse énormément. J'avais hâte de voir ce que ça donne justement dans un autre contexte que celui du Thunder. Je trouvais ça hyper intéressant dans la logique que j'expliquais tout à l'heure, le développement des jeunes et tout ça. Et c'est vrai que LaMelo Ball, en fait, ce que je trouve génial, c'est son enthousiasme. Et des joueurs qui sont aussi enthousiastes que lui, qui ont cette, je sais pas, c'est un joueur, c'est un joueur pur de basket. Je sais pas si je me fais comprendre, mais Si, ce, je vois en très fait, bien. ce gars, y a- je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de joueurs comme ça en NBA. Et c'est tous des professionnels, il y a pas de problème. Je pense qu'ils aiment tous le basket, parce que sinon ils seraient pas en NBA quelque part. Mais lui, il transpire ça de toutes les pores de sa peau, quoi. Et il joue avec une espèce d'énergie que je trouve en tant que spectateur, en tant que, tu vois, je bouffe du basket souvent et je trouve ça hyper agréable à regarder jouer parce que c'est pas commun. Il y a quelque chose d'assez original et de singulier dans sa façon de jouer que tu retrouves pas dans n'importe quel match, dans n'importe quelle rencontre. Et c'est vraiment un joueur unique en son genre, en fait, Lamelo. Et je comprends que tous les jeunes qui arrivent au basket, qui commencent à être fans de basket, surkiffent ce joueur-là et sont fans de ce joueur-là et achètent le maillot de ce joueur-là parce que il est vraiment hyper cool, quoi. Il est super cool à regarder jouer et il n'y a pas à tortiller 15 ans autour de cette question, je trouve. Ouais, c'est clair. Et puis, il est imprévisible, donc tu Ouais. sais pas ce qui va se passer, donc tu as toujours ce frisson de savoir un petit peu, voilà, ce qu'il va pouvoir produire. Et ouais, non, mais je suis d'accord. Moi aussi, tu vois, vraiment, j'aurais jamais cru que j'en viendrais à dire ça, mais c'est un joueur qui est vraiment kiffant à avoir joué au bout du compte. C'est quoi pour toi, à ton avis, le plafond d'un mec comme Lamelo? Est-ce que tu penses que ça peut vraiment être un joueur susceptible de faire partie d'une équipe qui va très très loin? Ou est-ce que tu penses que c'est un joueur qui a tellement un peu de déchets, entre guillemets, et qui est un peu trop dans le show et pas assez dans le, comment dire, dans l'efficacité, que ça va lui porter préjudice au cours de sa carrière? Alors, c'est un exercice Euh, un peu assez compliqué. J'ai bien conscience de ce que je te demande, mais parce que le mec, il perd quand même 5 ballons par match. ouais. Faut bien avoir Non, mais conscience de ça. c'est vraiment une très bonne question parce que là aussi, il faut retranscrire, enfin, le contexte des Hornets, c'est compliqué, quoi. C'est quand même tout à l'heure, on parlait des franchises les mieux gérées de la ligue. Les Hmm. Hornets, c'est clairement pas ça. Donc, Tout à fait. je pense qu'au bout du compte, je pense que oui. Pas en tant que première option. Peut-être pas en tant que deuxième option. Mais tu vois, quand je vois effectivement son talent de passeur, sa créativité et son nombre de balles perdues, s'il arrive à faire la bascule qu'a su faire Jason Williams à l'époque, quand il est passé des Kings aux Grizzlies, et quand il est passé d'être le joueur qui avait le pire ratio de balles perdues, possessive balles Hmm. perdues, celui qui avait le meilleur ratio sous la houlette de Hubie Brown, s'il est capable à un moment dans sa carrière d'avoir un cadre en fait suffisamment euh, ouais, un cadre. Je vais juste dire un cadre. J'ai Ouais, l'impression que ouais, ouais, ouais. c'est ça, quoi. Juste un cadre. Je pense qu'il y a trop de talent, en fait. Tu sais, il est grand, il est vraiment Ouais. gros pour son poste. Il a Euh, 23 ans. voilà, il est Rien. Il est jeune, tout jeune. un excellent shooter. C'est un joueur offensivement qui peut créer pour lui et pour les autres. Donc, je pense que oui, mais il faut vraiment qu'il y ait un contexte favorable et qu'il y ait un cadre. Et, et la question serait aussi de savoir comment lui il se comportera quand il ne sera pas le meilleur joueur de son équipe. Est-ce Ouais. qu'il acceptera en fait de ne pas être la première option ou de pas être la deuxième option, mais d'être bah, un membre éminent et extrêmement important d'un tout? Ça, on ne sait pas parce que toutes les équipes par lesquelles il est passé, ça n'a jamais été le cas en fait. Ouais, ouais, mais j'ai pas l'impression que ça le dérangerait plus que ça. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression C'est que possible. c'est un joueur qui a vraiment la conscience du fait que le basket c'est un sport collectif et que tu gagnes en équipe et quand tu vois le bonheur qu'ont ses coéquipiers à jouer avec lui et le plaisir que lui ça lui procure. Je pense à il a balancé face à Détroit le dernier match où ils ont joué là, il a balancé deux alley-oop, un alley-oop à Miles Bridges pour un dunk à deux mains et tu vois le kiff absolu de ces deux joueurs-là à jouer ensemble. C'est vraiment un duo. Tu sens qu'il y a une vraie connaissance intime de leur jeu. Ils ont, enfin, tous les deux, l'un envers l'autre, ils ont vraiment une vraie connaissance de quelles sont les préférences de l'un et de l'autre. Et il a balancé une passe lobée à Brandon Miller, mais de la moitié du terrain.
Ouais. Et il voit Brandon qui part et qui va pour sauter, tu vois. Et il lui balance une passe, mais absolument parfaite dans les mains. Et l'autre, il t'écrase un dunk. Et tout le monde hurle dans la salle. Et le commentateur, pareil. Enfin bref. Il y a quelque chose, je trouve, chez ce joueur qui ne me dit pas c'est un individualiste. C'est pas quelqu'un qui ne pense qu'à lui, à ses stats, à son succès. Loin de là. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a cette générosité basket que j'aime tant dans ce sport, que tu as besoin d'avoir pour aller loin et pour être bon. Et enfin, notamment, il y en a qui ont pas forcément eu ça et qui ont réussi, mais voilà. Et tu vois, on parlait de l'environnement. Les Hornets ont changé de propriétaire il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2023, je crois, que la vente a été actée par Michael Jordan. Je sais même plus qui sont les nouveaux propriétaires, mais je crois que c'est un duo d'ailleurs de gars qui ont l'air beaucoup plus posés et beaucoup moins interventionnistes. Ils ont nommé là Charles Lee en tant que coach et je trouve que ce qu'il propose pour le coup dans le jeu, il y a des vrais trucs. Il a été assistant aux Hawks, il a été assistant aux Bucks, il était assistant quand les Bucks ont gagné le titre en 2021. L'an dernier, il était assistant aux Celtics, donc le gars, il a quand même 2 titres NBA en tant qu'assistant coach. Et là, je trouve qu'il est en train de faire un vrai taf à Charlotte. L'espoir est permis, j'ai l'impression, pour ce club. En tout cas, j'ai très envie de suivre ça. Ouais, mais tu fais bien de parler de Charles Lee, effectivement. Hein, il fait vraiment du super boulot et tu sens que pour le coup, il a vraiment l'oreille de l'équipe et des joueurs. C'est chouette ce qu'il est en train de développer. Carrément. Voilà. Merci beaucoup, Théo, d'avoir été avec moi. Avec grand plaisir, comme à chaque fois, Josh. Yes. Voilà, je rappelle, Basket Session, vous avez un podcast avec Antoine, Shay, vous parlez de l'actualité. Vous faites aussi pas mal de trucs, vous faites des petites pastilles vidéo sur les réseaux sociaux, les infos à retenir, tout ça, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est les 3 infos essentielles de la semaine par Voilà, mon camarade Pierre-Armand Samama tous les vendredis avec qui on anime aussi j'adore. notre podcast Hoop Culture, tu parlais dans lequel on est moins sur le terrain, on est plus sur la culture basket au sens très large, mais oui, on a tout ça. Ouais. Voilà, et puis voilà, toujours pour se maintenir à la page de l'actualité, tout ça, votre site, c'est vraiment une référence dans le monde du basket français. Moi, c'est un endroit où j'adore aller parce que l'info est solide, elle est bien documentée, vous parlez bien de tout ça. Enfin, vous êtes des professionnels, quoi. Donc, voilà. Et le MOOC, Merci, Josh, donc super plaisir. disponible toujours, chers auditeurs. Donc, allez-y, foncez pour votre culture basket, votre culture générale, pour le sport, tout ça, c'est toujours des choses hyper intéressantes. Je t'ai dit, Nikos Galis, c'est un joueur faut connaître l'histoire de ce gars-là et vous en parler dans votre exemplaire là. Donc vraiment à voir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec Charlie et peut-être un autre invité. Voilà, on va parler. Cette fois, on ira peut-être du côté de la conférence Ouest. Peut-être les Warriors, peut-être les Lakers. On verra bien. On verra ce qu'on va peut-être. Si y a un autre mec dont j'ai envie de parler, tu sais c'est qui, Théo? Non, dis-moi. C'est Grady Dick. Bah oui, qui est en train d'exploser, là, c'est plus une blague. Tu l'avais vu venir, ce gars-là? Bah, il avait quand même le talent pour, mais c'est vrai que sa saison rookie était très discrète, mais là, c'est chouette, ouais. C'est fabuleux, c'est incroyable ce qu'il fait. Bref, on va parler de ça la semaine prochaine. Passez une très bonne fin de journée, un très bon week-end, et à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.